Bonjour à tous, je suis Fred de la chaîne The Fred Ludo Games et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage, dans un voyage temporel. Alors préparez vos valises, sortez les attestations, on fait un bond dans le temps. C'est vrai Fred? On part en voyage? Mais on va où? On va où? Mais surtout, quand? Alors je vais tout vous révéler. On part dans l'Antiquité. On va aller rencontrer nos aïeux joueurs. Et on commence par l'Égypte antique. Bienvenue en Égypte antique. Nous sommes plus ou moins 3100 années avant Jésus-Christ, soit un petit bond d'environ 5000 ans. Ça va, le voyage s'est bien passé? Parfait. Alors on va parler d'un premier jeu. Petite précision, je ne vais pas détailler tous les jeux qui sont parvenus jusqu'à notre ère. Non, j'en ai choisi que quelques-uns, les plus pertinents. Le premier jeu que j'ai choisi, c'est le Séné. Séné qui veut dire le passage. Nous avons la certitude aujourd'hui qu'il était joué par les Égyptiens. On a retrouvé notamment des traces dans les tombeaux égyptiens, et on sait également d'ailleurs que Toutankhamon et la reine Néfertari y ont joué. Alors il existe beaucoup, on va dire, de règles. En effet, les règles sont pas parvenues jusqu'à nous, et ça va être souvent le cas pour les jeux que l'on découvre lors des fouilles. Néanmoins, il y en a une qui va bien et qui est décrite dans l'excellent ouvrage de Jean-Louis Cazot, du Séné au backgammon. C'est sorti en 2003. Alors le jeu du Séné se présentait de la manière suivante. C'était une planche, ou 3 planches éventuellement, de 30 cases. 3 colonnes de 10 cases. Et c'était des cases unicolores. Cependant, quelques-unes d'entre elles avaient des symboles. Et on suppose fortement que arriver sur cette case déclenchait des effets. Alors chaque joueur recevait entre 5 et 7 pions. Pour se déplacer, on utilisait des bâtonnets. Ces bâtonnets, qui étaient faits en bois ou en os, avaient la particularité d'avoir un côté bombé et un côté plat. Quant au but du jeu, on pense que on naviguait en zigzag de cette manière jusqu'à rejoindre la dernière case du plateau. Et le premier joueur qui amenait ses pions sur cette case remporter la partie. Alors j'ai trouvé une règle du Séné sur l'excellent site Le Comptoir des Jeux et je vous la mettrai dans la description. Alors restons toujours en Égypte antique et à peu près à la même période, autour de moins 3100 avant notre ère. Et le prochain jeu dont je vais parler, c'est le Méhen, ou Jeu du Serpent. Jeu du Serpent parce que le plateau de jeu ressemble énormément à un jeu de loi qui apparaîtra en Europe vers 1580 à Florence. Et en effet, tous les deux ont cette espèce de plateau circulaire. On part sur l'extérieur et d'une manière concentrique, on va rejoindre le centre. D'ailleurs, le plateau ressemble étrangement à un serpent enroulé. On sait que ce jeu tient son nom d'une divinité égyptienne. Le problème, c'est que chez les Égyptiens, quand on cherche des divinités, il y en a tout un stock. Et j'ai pas réussi à mettre la main sur la bonne divinité, car des dieux en forme de serpent, il y en a quand même quelques-uns. Je pense entre autres au plus célèbre d'entre eux, à Apophis. Alors, ce qui est curieux avec ce jeu, c'est que on retrouve des traces à la 3e, 4e, 5e et 6e dynastie, c'est-à-dire au tout début de l'Égypte antique, et puis on va perdre sa trace pendant très longtemps. Et on retrouvera des traces de ce jeu à la 26e dynastie. Autant dire qu'il y a un sacré paquet de temps qui s'est écoulé entre les deux. Alors le jeu comporte un nombre incroyable de versions. Certains jeux avaient a priori une trentaine de cases, quand certains en proposaient plus de 500. Alors ceux qui trouvent que le Monopoly est long à jouer, là franchement à 500 cases, il y avait de quoi s'amuser un moment. Imaginez simplement un jeu de loi à 500 cases. Vous me raconterez votre expérience. Les joueurs recevaient également des figurines, soit de lion, soit de lionne, et a priori il y en avait 3. Bien entendu, le but du jeu était d'amener ces 3 figurines au centre du plateau. Là encore, on utilisait des bâtonnets en guise de dés. Enfin, on va noter que ce jeu est sans doute l'ancêtre du jeu de la hyène que l'on pratique au Soudan. Mais continuons notre voyage. Cette fois, on va en Mésopotamie. Et on va encore reculer un petit peu dans le temps. Cette fois, on va se placer aux alentours de moins 4500 ans avant Jésus-Christ. Et on va parler du jeu royal d'Ur. Ça s'écrit UR, mais d'après ce que j'ai lu, ça se prononce Our. La découverte ou la redécouverte de ce jeu, on la doit à un archéologue anglais, Sir Leonard Woolley. Car en effet,
entre 1922 et en 1934, il fit des fouilles dans la cité royale d'Our et y retrouva ce jeu, notamment dans le cimetière royal. Alors, les règles d'origine sont complètement inconnues et sont pas parvenues jusqu'à nous. On n'a à peu près pas d'idée très précise de comment ça se jouait. Cependant, on a pu reconstituer les règles d'une certaine manière à travers une tablette cunéiforme que l'on a retrouvée en Irak en 1880 lors de fouilles. Si par hasard vous vous baladez à Londres et que vous ne savez pas quoi faire, allez faire un tour au British Museum. Vous retrouverez un exemplaire de ce jeu exposé et également la fameuse tablette. Alors le jeu Royal d'Our se composait, lui, de 3 blocs. Suivant comment on le regarde, un premier bloc de 2 x 3 cases, c'est-à-dire 6 cases, était disposé soit à gauche, soit à droite, ça dépendra de la manière où vous situez par rapport au plateau. À l'opposé de celui-ci, un autre bloc un peu plus grand de 12 cases, 4 par 3, et enfin 2 cases comme un pont qui relie ces 2 blocs. Alors suivant les sources que j'ai consultées, là encore il va falloir amener ces pions à travers le plateau et revenir à la case opposée d'où vous êtes parti par rapport au bloc, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens d'exprimer, mais en fait, on fait tout le tour du plateau. Alors sur le site tujou.fr, j'ai trouvé une règle du jeu du Royal d'Our. L'auteur précise bien que c'est une adaptation libre de la règle, car lui propose, en plus d'une course au pion, d'une capture de pièces. Enfin, pas mal de sources que j'ai consultées disent que ce jeu serait une sorte d'ancêtre au backgammon. Et pourquoi pas. Alors, si vous lisez Plateau, recherchez votre numéro 114, car en effet, il y a un superbe article sur ce jeu. Cet article est sous forme d'interview avec Irving Finkel, qui est spécialiste des langues anciennes et des jeux de société antiques au British Museum. Et c'est vraiment passionnant à lire. Je vous le recommande tout particulièrement. Et non, c'est pas la peine de demander une copie de cet article, je ne le ferai pas, car c'est une atteinte au droit de la propriété intellectuelle. Donc c'est nada. Cette fois, on va se déplacer dans l'espace et dans le temps. On va partir en Rome antique, c'est-à-dire vers la fin de la période antique. Et nous allons à Rome. Mais je viens de le dire. On va parler du ludus, faut que je regarde mes notes, Lantrum Culorum, dit également Lantrum Culi. Alors ce qui est intéressant, c'est que ludus a permis de faire dans notre langue 2 mots. L'un qui est l'école, car ça voulait dire école, ludus, mais également ludique. Eh ouais, notre passion ludique est une passion ludus, ou du moins vient de là. Ce que je viens de dire, c'est complètement idiot. Alors, lors des fouilles, on a pu reconstruire les règles. Le terme est curieux, mais c'est ce que j'ai souvent lu, on reconstruit des règles, et non on les réécrit pas, on les reconstruit. Donc à travers divers fouilles et divers documents qui nous sont parvenus, on a pu donc reconstruire les règles de ce jeu dit de stratégie ou de tactique militaire, suivant les sources que j'ai consultées. Par ailleurs, ce jeu se joue sur une grille, a priori de 8 cases par 8 cases. Oui, comme les échecs. Et les pions s'appelaient les milites. Et je n'ai pas poussé mes recherches plus loin, donc j'ignore ce que veut dire milite et pourquoi ce terme-là. Alors, on a pu reconstruire des règles, mais malgré tout, comme les sources sont très rares vis-à-vis de ce jeu, ma foi, les avis divergent passablement. Les règles aussi d'ailleurs. Cependant, on a à peu près la certitude qu'il serait un cousin éloigné, ou du moins qu'il aurait puisé ses racines dans un jeu grec qui s'appelle Pétéia. Alors, revenons en Rome antique. La première mention, ou les premières traces écrites que l'on retrouve sur ce jeu, date de l'époque de Véron, le romancier antique romain. Et on en trouve particulièrement dans son 10e livre de la langue latine. Alors je vous ai mis également dans les liens dans la description un certain nombre de références, entre autres de reconstruction de règles. En effet, plusieurs personnes se sont essayées et ont proposé leur variante de règles, ou du moins leur interprétation de ces vieux textes. On commence par la plus ancienne, en 1892, par Edward Falconer, et la plus récente date de 2001, et c'est Ulrich Schadler. Alors cette fois, on change de continent et on part aux Amériques, du moins aux Mésoamériques. Et on va parler d'un jeu qui s'appelle le Patholi. On sait que ce jeu a été pratiqué par les Toltecs ou les Aztèques, par exemple. C'est un jeu qui a eu un fort succès et qui était extrêmement populaire.
Il était tellement populaire que certains y ont tout perdu et devaient se vendre comme esclaves. Les ravages du Paris, quoi. C'est marrant. Au XXIe siècle, on en a encore là aussi. Comme quoi, il y a des choses qui ne varient jamais dans l'humanité. Alors le Patoli, encore, s'apparente une nouvelle fois au jeu de loi, même si on n'est pas sur un plateau concentrique. Mais ce n'est pas pour autant réellement un jeu de hasard. Dans les écrits, on nous dit souvent que c'est un jeu de destin à la recherche des présages. Cependant, il faut bien le reconnaître, pour animer les parties et les rendre un peu plus intéressantes, on pariait de l'argent. Et certains, ils sont en train de ramer là. Alors dans le codex de Diego Duran, on retrouve une représentation de ce jeu. Imaginez un plateau en croix de 52 cases. 52 cases qui correspondent, suivant le calendrier aztèque, à un cycle solaire de 52 jours. Et pour se déplacer en guise de dés, on utilisait des haricots. Mais j'en sais pas plus sur ce détail. Cependant, le jeu Patoli vient Nahuatl. Et Nahuac, ça veut dire haricot. Et notre esclave qui rame, lui, il chante, et c'était la fin des haricots. Qu'elle est bonne. Dans le codex de Maglia Becchiano, un codex aztèque du XVIe siècle, on y apprend que le dieu dont je vais surtout pas me risquer à la prononciation, mais je vais vous l'écrire, était le dieu de la musique, de la danse, et, je vous le donne en mille, des paris. Enfin, sachez que les Espagnols, après la conquête de cette région au XVIe siècle, ont interdit la pratique de ce jeu, car ils voyaient d'un très mauvais œil l'attachement idolatrique, ou idolâtre si vous préférez, ou l'idolâtrie, pardon, ça marche aussi, de ces joueurs vis-à-vis de ce jeu. Enfin, le dernier jeu dont je vais vous parler est le jeu de Go, car en effet, difficile de ne pas parler du jeu de Go quand on parle des jeux qui proviennent de l'Antiquité. Alors le jeu de Go n'est pas japonais, en réalité c'est un jeu d'origine chinoise. On pense qu'il apparaît sous la dynastie des Zhou, en moins 771 à moins 453, qu'on appelle également la dynastie des printemps et des automnes. Alors le Go est certainement l'un des jeux de stratégie abstrait le plus connu au monde. D'ailleurs, de nos jours, on joue encore beaucoup au Go. On y joue depuis très longtemps et depuis des millénaires en Chine, au Japon et en Corée. Au VIe siècle, c'est même un incontournable. D'ailleurs, il fait partie des arts sacrés chinois, qui regroupent la calligraphie, la musique, la peinture chinoise et la maîtrise du jeu de Go, qui en réalité, en chinois d'ailleurs, est le Weiqi. Enfin quoi, je suis pas sûr de la prononciation, mais en tout cas, ça s'écrit ainsi. Alors si le berceau de ce jeu est chinois, ce sont les Japonais qui vont se l'approprier au XIe siècle. Mais le Go, sous sa forme actuelle, a vu le jour au XVe siècle, toujours au Japon. Alors le jeu de Go, c'est d'abord le goban, c'est-à-dire le tablier sur lequel on va venir poser des pierres. Il y a deux types de pierres, des blanches et des noires. Les joueurs vont poser les pierres sur le goban, une à une, chacun à leur tour de jeu. Le but du jeu, c'est de s'étendre sur l'aire de jeu, et on appelle ça des territoires. Néanmoins, on peut capturer les pièces adverses en les encerclant. À partir du moment où une pièce ou un groupe de pièces est encerclé, elles sont retirées du jeu. Enfin, la partie va s'arrêter à partir du moment où les joueurs passent leur tour successivement. C'est un jeu qui nécessite un très long apprentissage, un peu comme les échecs. Il est très facile en termes de règles, néanmoins, en termes de tactique et en termes de pratique de jeu, il va falloir y passer du temps pour en tirer toute la quintessence. Bien entendu, vous vous en doutez bien, le champion du monde, toute catégorie jusqu'à présent, s'appelle Lee Sedol, et il est coréen, 18 titres de champion, rien que ça. Et en France, on n'est pas en reste non plus, on a un championnat de France, et cela depuis 1971. Le dernier champion titré s'appelle Benjamin Dréan Yenesia, et il vient du Havre. Et j'adore le Havre comme ville. Mesdames et messieurs, nous sommes revenus au XXIe siècle. Et oui, les bonnes choses s'arrêtent. Alors voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant de faire ces petites recherches, car je m'étais posé la question, d'où viennent nos jeux? Alors, effectivement, depuis l'Antiquité, qui correspond globalement à l'apparition de l'expression écrite d'une certaine manière, on retrouve quelques traces de jeux. Mais rien ne dit que, depuis l'ère préhistorique, depuis les hommes des cavernes, les gens ne jouaient pas. En attendant, je vous souhaite un bon jeu, et je vous dis à bientôt. Et restez chez vous.